Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la présentation de la directive NIS 2 à destination des collectivités publiques. On va attendre encore quelques minutes que le reste des participants puissent nous rejoindre. Alors, pour le moment, les accès vidéo, alors vidéo, je pense qu'on doit pouvoir débloquer et le son aussi, c'est la caméra, autoriser le micro. Voilà, Jérémy. Merci, parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut attendre quelques instants, avant Oui, c'est de ça, on va attendre commencer? quelques minutes que tous les Parfait, participants et tous les inscrits se connectent. pas de Ouais, souci. les gens arrivent au fur et à mesure, hein. Ouais. Attendre quelques minutes. On va encore attendre une minute, puis après on va démarrer tranquillement. Pour votre information, donc, vous pouvez poser vos questions dans le canal dédié qui s'appelle Q&R que vous devez voir en haut de votre interface Teams. J'y ai mis un message à l'instant et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Parfait. Et tu veux commencer, Mathieu? Ouais, Ou ouais, on va y je vais aller juste, tranquillement. je voulais juste, simplement, cadrer, la chose, donc, du coup, merci à tous, d'être présents pour ce webinaire. Donc, je suis Jérémy Semoun, donc moi je suis le cofondateur et CTO chez AIS. Aujourd'hui, donc, AD Confirma, notre partenaire, va nous présenter la directive NIS 2 avec un focus au niveau des collectivités. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un webinaire vraiment avec une spécificité sur les collectivités. Donc n'hésitez pas à poser des questions, comme Mathieu l'a dit. Et, hem et voilà, vous êtes vraiment entre vous, donc il y a pas de souci, allez-y, allez-y, pour poser vos questions. Merci, merci à Mathieu. Tu peux continuer. Ok, merci Jérémy. Donc, je vais me présenter rapidement, présenter AD Confirma également rapidement, puis après on rentrera dans le cœur du sujet, la directive NIS 2. Donc, Mathieu Charbois, enchanté. Moi, je suis consultant en cybersécurité depuis 16 ans, spécialisé dans la gouvernance, risque et conformité. Et je suis le président et cofondateur de la société AD Confirma, société de conseil spécialisée dans l'accompagnement normatif et réglementaire en cybersécurité.
J'ai travaillé ces dernières années pas mal dans le secteur public, quelques expériences, enrichissantes, hein. J'ai pu travailler pendant 7 ans en assistance au RSSI de la métropole de Lyon. J'ai également sur la période de 2017-2024, j'ai participé aussi à de nombreuses homologations, sur le référentiel général de sécurité, pour le ministère des Finances, sur la période 2020-2023. Je participais à la création de PSSI dans la métropole de Clermont-Ferrand, des programmes France Relance Cyber pour la Chambre d'agriculture France, et puis des analyses de risque pour des conseils départementaux ou pour le GCS Île-de-France dans la santé. Donc des expériences assez variées dans des structures plus ou moins importantes. Ad confirma, quelques mots sur la société. Donc, on est spécialisé dans l'accompagnement en conformité réglementaire et normatif, cybersécurité, donc NIS2 qui va être le sujet dont je vais vous parler dans quelques minutes, mais également tout ce qui va être accompagnement ISO 27001, HDS hébergement de données de santé, ISO 22301 pour le système de management de la continuité de l'activité, et puis des référentiels plus sectoriels dans le monde de l'automobile pour TISAX, dans le monde financier pour DORA, dans le monde aéroportuaire pour 3CF, et d'autres référentiels liés aux classifiés de défense. On fait aussi du conseil, en particulier du RSSI externalisé auprès de PME, TI, avec un corpus, la création de corpus documentaires de process cybersécurité en lien avec le PCA, PRA, la gestion des risques, la gestion de crise ou de la sensibilisation aux collaborateurs. Ensuite, on fait un peu d'audit, beaucoup des audits organisationnels et des audits internes, et on a un écosystème de partenaires dont AIS fait partie, et sur la partie tout ce qui va être campagne de sensibilisation et de formation des collaborateurs. Voilà pour la présentation rapide. On va passer tout de suite au cœur du sujet, qui est la directive NIS2. Qu'est-ce que c'est cette directive NIS2? Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la menace cyber, c'est un risque de plus en plus important pour toutes les organisations privées et publiques depuis maintenant de nombreuses années, et c'est en expansion forte. Quelques statistiques pour démarrer. En France, en 2023, l'ANSSI a révélé dans son panorama 2023 qu'ils avaient été sollicités pour 831 intrusions avérées dans des structures qui sont réglementées par l'ANSSI, donc des opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels ou des administrations publiques. Ça avait déclenché 19 opérations de cyberdéfense sur des incidents majeurs. Et sur ces incidents majeurs, on avait plus de 60% qui étaient des attaques par rançon logiciel. Et dans ces cibles de rançon logiciel, les collectivités territoriales représentaient 25% et les établissements de santé publics plus de 10%. Donc on voit bien que tout le monde est concerné, aussi bien le privé que le public, malheureusement par ces cyberattaques. Et donc, face à ces acteurs malveillants, qui sont vraiment des industries criminelles qui sont de plus en plus performants, mieux outillés, les États de l'Union européenne ont souhaité homogénéiser la maturité cyber des organisations. Et c'est de là qu'est née la directive NIS2, qui est promulguée qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne au mois de décembre 2022 pour répondre du coup à ces enjeux d'élévation de la maturité cybersécurité des différentes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Un petit peu d'histoire, hein. Du coup, on parle de NIS2 puisqu'il existait un NIS1 qui, elle, avait été publié, un texte qui a été publié en 2016 au niveau de l'Union européenne, transposé en 2018 en France, et qui avait défini environ 300 opérateurs de services essentiels sur lesquels pesaient des exigences sécurité plus importantes, plus drastiques, avec du contrôle a posteriori. Ces opérateurs de services essentiels, majoritairement, c'était des opérateurs d'importance vitale ou des grandes administrations publiques. Les objectifs de la directive NIS2, donc, qui a été publiée en décembre 2022, il y en avait 3 grands objectifs. C'était de mettre en place une réglementation cyber applicable à de très nombreux secteurs d'activité, considérés comme hautement critiques ou critiques pour l'Union européenne. Je vais y revenir dans le détail dans quelques minutes. On va aussi, l'objectif, c'était de pouvoir concerner et donc obliger d'une certaine manière à renforcer le niveau de sécurité sur des milliers d'organisations et pour
potentiellement des dizaines de milliers, en incluant les chaînes de sous-traitance et les chaînes d'approvisionnement. Et c'est ça vraiment la grosse nouveauté de cette réglementation cyber, c'est que l'applicabilité et la mise en conformité va concerner de très 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 nombreuses organisations. Et le troisième grand objectif associé à cette directive NIS2, c'est de renforcer également la coopération des États membres de l'Union européenne en cas de cyberattaque, en cas de crise, et d'améliorer le partage d'informations pour être plus réactif en cas de cybermenace généralisée et étatique, principalement. Donc, la directive NIS2, c'est une directive, donc elle n'est pas applicable telle qu'elle dans le droit national, elle a besoin d'être transposée. Et donc, il faut une loi française qui transpose cette directive. Donc, dans les calendriers initiaux de décembre 2022, la directive, elle devait être transposée d'ici le 17 octobre 2024. Cela n'a pas été le cas pour raisons politiques, puisque stabilité politique, je ne vous apprends rien. Il n'y avait pas de gouvernement, ou en tout cas, ce n'était pas la priorité du gouvernement au mois d'octobre de proposer ce projet de loi au Parlement. Néanmoins, un projet de loi qui s'appelle Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité a été présenté en Conseil de ministres le 15 octobre 2024 et il est actuellement examiné en commission par le Sénat. Donc, je vous ai mis l'URL que je pourrais vous remettre dans le canal, où vous pouvez retrouver tout le détail de ce projet de loi qui va du coup transposer trois éléments importants. Donc le premier, c'est la directive NIS2 dont je vais continuer à parler, mais il transpose également la réglementation DORA, qui est une réglementation issue de l'Union européenne en lien avec la cybersécurité, qui elle est applicable depuis le 17 janvier 2025. C'est un règlement, donc il s'applique sans besoin de transposition. Mais néanmoins, il est transposé et c'est applicable au secteur financier et qui porte sur la résilience des activités financières par rapport à des crises cybersécurité. Et enfin, le troisième point de ce projet de loi, c'est une mise à jour de la réglementation applicable aux opérateurs d'importance vitale, donc eux qui existent depuis la loi de programmation de 2016, où là aussi un certain nombre d'exigences complémentaires sont nécessaires auprès de ces opérateurs d'importance vitale. Donc là, c'est une mise en cohérence des exigences qui leur étaient demandées vis-à-vis de la directive NIS2 principalement. Donc, ce projet de loi, où est-ce qu'on en est? Donc, il y a des travaux en commission qui ont lieu au Sénat, principalement en décembre et en janvier. Donc, il y a eu des interventions du directeur de l'ANSSI, M. Stroubel, des représentants du secteur de sécurité, et puis très récemment, là, le 27 janvier, la ministre déléguée Clara Chapaz qui est intervenue sur le sujet. Et la nouveauté, enfin l'information intéressante issue des comptes rendus de ces commissions, c'est que le texte donc, de ce projet de loi qui transposerait NIS2 pourrait être discuté dans l'hémicycle le mardi 11 mars, s'il y a un gouvernement le 11 mars. Mais néanmoins, on voit que le projet il n'est pas perdu, le projet de loi il n'est pas perdu dans les limbes, il avance et qu'on peut espérer, redouter en fonction, que ce projet de loi puisse être transposé sur le premier semestre 2025. Voilà pour les dernières nouvelles sur la transposition de la directive NIS2 en France. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes concerné en tant que collectivité publique, territoriale, locale, par cette directive NIS2? Donc la directive NIS2, elle comprend dans ses annexes les secteurs, sous-secteurs et les types d'entités qui seront concernés par la directive NIS2. Donc on va avoir deux typologies d'entités, des entités essentielles et des entités importantes. On va avoir des secteurs d'activité, des secteurs hautement critiques. Donc ici, c'est un tableau qui vous est présenté, issu du
directement de la directive européenne, où on retrouve que les secteurs hautement critiques, donc c'est le secteur de l'énergie, des transports, de la banque, des marchés financiers, la santé, donc ça inclut tout ce qui va être CH, enfin centre hospitalier, CHU et groupement hospitalier, GHT. On va retrouver tout ce qui va être en lien avec le traitement de l'eau potable, des eaux usées, les infrastructures numériques, la gestion des services, technologies de l'information et de la communication. Et le secteur qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le secteur 10 qui va concerner l'administration publique, donc les administrations centrales, mais également territoriales et locales. Et le dernier secteur hautement critique, ça va être le secteur espace, en lien avec l'espace. On a aussi des secteurs qui sont critiques, qui eux aussi du coup sont éligibles à la directive NIS 2. Donc on retrouve là dans ces secteurs critiques le service postal et les services postaux et d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication, la production et la distribution de produits chimiques, la production, la transformation et la distribution des denrées alimentaires, tout un ensemble de secteurs liés à la fabrication, le secteur des fournisseurs numériques et le secteur de la recherche et de l'enseignement. Donc dans ces différents secteurs qui sont hautement critiques et critiques, on va avoir des entités essentielles et des entités importantes qui vont être désignées. On verra dans la suite de la présentation la différence entre l'entité importante et l'entité essentielle. Maintenant, on va faire un zoom sur le secteur hautement critique des administrations publiques. Donc, pour cette présentation, je suis reparti du projet de loi qui a été déposé, qui est étudié et qui pourra être celui voté. Donc là, on reste sur du conditionnel pour le moment. Tant que la loi n'a pas été transposée, on reste sur du conditionnel, mais c'est ce qui est écrit pour le moment dans le projet de loi. Et dans l'article 8, qui désigne les entités essentielles, le projet de loi désigne les administrations suivantes comme des entités essentielles. On retrouve les administrations de l'État et leurs établissements publics administratifs. On retrouve les régions, les départements, les communes d'une population supérieure à 30 000 habitants et leurs établissements publics administratifs, dont les activités s'inscrivent dans un des secteurs d'activité hautement critiques ou critiques. Donc si vous êtes conseil régional, conseil départemental ou dans une commune dont la population est supérieure à 30 000 habitants, vous êtes considéré comme une entité essentielle. Ensuite, les autres administrations, les centres de gestion sont désignés comme des entités essentielles. Les services départementaux d'incendie et de secours sont eux aussi considérés comme des entités essentielles. Toujours dans les entités essentielles, on retrouve également tout ce qui va être communauté urbaine, communauté d'agglomération, les métropoles et leurs établissements publics administratifs dont les activités s'inscrivent dans des secteurs d'activité hautement critiques ou critiques, par exemple pour la partie traitement de l'eau. Ensuite, on retrouve tout ce qui va être syndicat, donc syndicat transport, syndicat numérique, dont les activités s'inscrivent dans un des secteurs d'activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants. Ceux-là sont aussi considérés comme des entités essentielles. Enfin, deux dernières administrations qui ont été identifiées comme entités essentielles, c'est les institutions et organismes interdépartementaux, dont les activités s'inscrivent dans un des secteurs d'activité hautement critiques. Vous avez compris le principe. Et les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public administratif à compétence nationale. Donc voilà, c'est les différentes administrations qui sont identifiées dans le projet de loi comme étant des entités essentielles. Ça vous permet, j'espère, de pouvoir visualiser si vous êtes concerné par ces entités essentielles. Et puis l'article 9 du projet de loi, va déterminer quelles sont les entités qui sont considérées comme, quelles sont les administrations qui sont considérées comme des entités importantes. Donc là, ce qui est identifié, c'est les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s'inscrivent dans les secteurs hautement critiques ou critiques sont considérés comme des entités importantes. Les établissements d'enseignement qui mènent des activités de recherche qui ne sont pas considérés comme des entités essentielles sont considérés comme des entités importantes. Et également les établissements publics administratifs de l'État expressément désignés en tant qu'entité importante. On a vu
que les établissements publics administratifs et d'État étaient considérés comme des entités essentielles, mais par arrêté du Premier ministre, l'arrêté pourra déterminer que une typologie d'établissements, en fonction de leur taille principalement, ou de leur secteur d'activité, seront considérés uniquement comme entités importantes. Et enfin, pour finir, les 2 dernières typologies d'administration qui sont considérées comme des entités importantes, on retrouve les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, qui sont expressément désignés en tant qu'entité importante, par dérogation finalement de l'entité essentielle. Et puis, on retrouve tout ce qui va être lié aux établissements publics à caractère industriel et commercial, les régies dotées d'autonomie financière, chargées d'un service public industriel et commercial, et qui emploient au moins 50 personnes, ou dont le produit d'exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d'euros, et qui ne sont pas considérés comme des entités essentielles, sont considérés comme des entités importantes. Donc on voit que bon, ça peut être un peu compliqué, mais de manière générale, il ne va pas y avoir beaucoup d'organisations publiques ou d'administrations publiques qui vont passer, qui ne seront pas considérées soit en tant qu'entité importante ou en tant qu'entité essentielle. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal Q&R qui est indiqué en haut de votre plateforme, de votre interface Teams. Je pourrai y revenir à la fin de cette présentation. Donc, on a pu voir qui était concerné par cette directive et sa future transposition française. Donc la question que vous devez vous poser maintenant, c'est bon, ok, je suis concerné, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, chaque entité assujettie, vous devrez vous notifier auprès de l'ANSSI. Ce n'est pas l'ANSSI qui va vous notifier, c'est une déclaration volontaire de l'entité auprès de l'ANSSI en se disant bah, je suis entité essentielle, je suis entité importante au vu de la loi transposée. Le deuxième point important, c'est qu'il va falloir mettre en place des mesures de gestion des risques adaptés et des mesures de sécurité sur l'ensemble des systèmes d'information de votre entité. Ça, c'est un point important, c'est l'ensemble des systèmes d'information qui sont considérés comme des systèmes d'information réglementés. Et enfin, la troisième action importante, c'est que vous devrez déclarer vos incidents de sécurité majeurs, significatifs, auprès de l'ANSSI. Donc, pour la notification et la déclaration des incidents, il est question de créer des portails sur le site de l'ANSSI ou sur un site dédié pour faciliter les échanges et la réactivité. Pour le moment, je n'ai pas encore trop d'informations, mais une fois que la loi sera transposée, je pense que l'ANSSI communiquera sur ses modalités de notification et de déclaration des incidents. Dans la suite de cette présentation, on va parler plutôt de la mise en place des mesures de gestion de risque et des mesures de sécurité pour comprendre quelles sont les mesures qui vont être obligatoires pour pouvoir être en conformité avec cette future loi. NIS 2, elle prévoit le principe de proportionnalité qui permet une application différenciée des mesures en fonction de la nature de l'entité. C'est là où l'entité importante, l'entité essentielle, joue un rôle important. C'est qu'en tant qu'entité importante, vous aurez une mise en conformité sur 91 mesures de sécurité, alors qu'en tant qu'entité essentielle, vous devrez prendre en compte 161 mesures. Ces 161 mesures et les 91 qui sont une sous-partie, seront, là aussi c'est du conditionnel, mais ça fait partie des éléments, des décrets qui ont pu être mis à disposition avant que le projet de loi soit voté, sont décomposés en fait en 4 thématiques qui regroupent 20 objectifs de sécurité. Donc dans ces thématiques, on va traiter de la gouvernance de la sécurité numérique, de la protection de la sécurité numérique et donc des informations, de la défense de cette sécurité, pardon, et la résilience du système d'information. Donc on va voir un peu de manière synthétique l'ensemble des exigences, l'ensemble des exigences qui
qui vont être applicables pardon, sur l'ensemble de vos systèmes d'information. Donc pour les objectifs de gouvernance, ce qui est attendu en termes de mise en conformité, c'est une cartographie de vos activités et de vos services et des systèmes qu'ils supportent. Donc de manière plus compréhensible, une cartographie applicative, système et infrastructure, réseau et physique de vos systèmes d'information pour pouvoir avoir un inventaire complet et à jour des systèmes d'information à sécuriser. Ça, de manière générale, c'est des informations qui sont très importantes, surtout en cas de crise cyber. Il va falloir disposer d'un cadre clair de gouvernance de la sécurité avec une organisation, des rôles, des responsabilités. Et il est écrit hein, dans les mesures applicables que c'est la direction générale ou le représentant de l'organisation qui est responsable de la sécurité numérique. Après, il peut déléguer à des tiers, ou des tiers internes. C'est lui qui en a la responsabilité. Il faudra aussi formaliser une politique de sécurité des systèmes d'information. Ensuite, on a une mesure qui traite de la mise en œuvre d'une analyse de risque sur le SI et de traiter ces risques. Heu, cette, heu, cette mesure, cet objectif n'est applicable que pour les entités essentielles. En tant qu'entité importante, l'analyse de risque n'est pas, demandée, obligatoire. Ce qui est, souhaité plutôt, c'est une analyse de la conformité et un suivi de cet, état de conformité dans la durée, en fonction du plan d'action et des mesures que vous avez mis en œuvre et que vous allez mettre en œuvre. Ensuite, le 4e objectif en lien avec la gouvernance, c'est, la maîtrise, de l'écosystème des prestataires et fournisseurs. Donc il faut pouvoir, documenter les prestataires et documenter la cartographie de vos prestataires et fournisseurs IT et puis vous assurer de la bonne prise en compte de la sécurité numérique dans la relation contractuelle. En particulier, le report des exigences, NIS2 en tant qu'entité importante ou essentielle auprès de vos partenaires prestataires, fournisseurs, pour les services qu'ils vont vous fournir. Et donc c'est en ça que la directive NIS2 et sa transposition française vont impacter énormément d'organisations puisque toutes les chaînes de sous-traitance et les chaînes d'approvisionnement sont concernées par cette directive et ses exigences de sécurité. On va aussi retrouver, l'obligation de réaliser des audits pour évaluer la menace, donc des tests d'intrusion, des scans de vulnérabilité. Donc ça, c'est une obligation qui ne concerne que les entités, essentielles. Il n'y a pas d'obligation de mener des audits en tant qu'entité importante. Et ça reste plutôt une bonne pratique pour identifier ses faiblesses et les corriger. Et enfin, le dernier objectif de la partie gouvernance, la thématique gouvernance, c'est la sensibilisation. Donc sensibilisation auprès des collaborateurs, des managers encadrants, des agents, de la direction, générale et des élus également. Donc ça permet, ça concourt à améliorer la sensibilisation, améliorer la maturité cybersécurité des utilisateurs du système d'information. Sur les objectifs de protection, donc là, il y en a 9. On va les passer, assez rapidement néanmoins. Donc, un des objectifs importants, c'est le processus de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des systèmes d'information réglementés. Donc ça, c'est les systèmes d'information qui sont concernés par la directive. Donc là, c'est de pouvoir, comme il est écrit, hein, maîtriser ces systèmes d'information, leur obsolescence, les mises à jour pour éviter des failles, exploitables. Ça va être aussi la maîtrise des accès physiques aux locaux. Donc là, on a, de pouvoir maîtriser qui accède, en particulier aux locaux techniques ou aux salles serveurs, pour pouvoir tracer et sécuriser physiquement, l'information. On a aussi des mesures, en lien avec la sécurisation de l'architecture et du réseau, donc avec, la mise en place de cloisonnement physique et ou logique, sur, les systèmes d'information avec, du filtrage de flux entrant et sortant, avec un pare-feu, un ou plusieurs pare-feux. Il faudra aussi sécuriser les accès distants. Donc, sécuriser les accès distants, c'est-à-dire la mise en place de VPN, de double authentification, pour, limiter en particulier pour vos utilisateurs, mais également pour vos prestataires, qui peuvent accéder à distance à vos systèmes d'information, s'assurer que ces accès distants ne représentent pas un risque.
Un autre objectif, c'est le déploiement de protection contre les codes malveillants, donc des antivirus, des EDR, des XDR. Ça, c'est à vous de déterminer en fonction de vos risques identifiés. Il n'y a pas d'exigence sur la solution technique dans les directives NIS 2. La mise en place de configurations renforcées, durcies, pour éliminer les failles dans les configurations sur les différentes ressources de votre système d'information. Ça, c'est une exigence qui n'est applicable qu'aux entités essentielles. Il faudra gérer les identités, les accès des utilisateurs, donc avec des comptes individuels et nominatifs, la gestion des profils. Sécuriser l'administration de vos systèmes d'information avec des comptes d'administration qui soient dédiés aux usages et avec une sécurité renforcée des annuaires pour autant en termes d'accès qu'en termes de configuration. Et enfin, dernier objectif lié à la protection, c'est la mise en place d'un système d'information dédié à l'administration des systèmes d'information. Ça, c'est un objectif qui n'est applicable qu'aux entités essentielles. Et peut être un gros chantier de mise en œuvre. Pour les objectifs de défense, là, on a fait le gros des objectifs. On retrouve 2 grands objectifs. Le premier objectif, qui n'est applicable qu'aux entités essentielles, c'est de mettre en place des mesures qui vont permettre de superviser la sécurité des systèmes d'information avec des moyens de journalisation, de détection et d'analyse d'événements, donc par exemple avec une solution SIEM, la centralisation des événements avec la conservation au moins 6 mois de ces événements de sécurité, et la mise en place d'un système d'information qui soit dédié à l'analyse des événements de détection et de la détection des incidents de sécurité. Et l'autre objectif important et nécessaire dans la thématique défense de vos systèmes d'information, c'est la mise en place d'une organisation et d'un process adapté à la gestion des incidents de sécurité, la notification à l'ANSSI des incidents majeurs, comme je l'ai dit, la conservation de toutes les traces techniques et relevées en cas de judiciarisation suite au dépôt de plainte. Et pour les entités essentielles, ce qui est demandé en complément, c'est l'analyse des causes et un retour d'expérience sur les incidents. De manière générale, c'est quand même en tant qu'entité importante, je pense que c'est une thématique qui est une mesure qui est importante à mettre en œuvre pour progresser. Et pour finir, les 3 derniers objectifs en lien avec la thématique de la résilience. Donc on va retrouver la mise en place de capacités de continuité de reprise d'activité, donc avec des mécanismes de sauvegarde et des mécanismes de restauration opérationnels et testés régulièrement. Et pour les entités essentielles, la formalisation de plans de continuité et de reprise d'activité. Ce n'est pas des documents qui sont obligatoires pour les entités importantes. Il faudra aussi mettre en place tout un process de gestion de crise pour réagir aux crises d'origine cyber, donc avec une procédure de gestion de crise, un annuaire interne et externe des parties qui peuvent être sollicitées. Et puis pour les entités essentielles, et seulement recommandé du coup pour les entités importantes, la partie animation et organisation de retour d'expérience suite à une crise cyber et la définition d'une stratégie de communication adaptée. Ces 2 thématiques, souvent quand on va mettre en place une procédure de gestion de crise, c'est des éléments qui sont très importants pour toujours s'améliorer. Et enfin, le dernier objectif, c'est de pouvoir mettre en place des plans de contrôle, des sensibilisations, des entraînements pour s'assurer que toutes les mesures dont on vient de parler et qui seront mises en œuvre sont efficaces, sont efficientes et que les collaborateurs, les agents, les utilisateurs soient sensibilisés, formés, entraînés à l'application de ces différentes procédures et en particulier la réalisation d'entraînements pour la gestion de crise, pour améliorer le process, sensibiliser les collaborateurs, qu'ils soient plus à l'aise en cas de réelle crise cyber. Donc voilà, ça c'était la présentation synthétique de l'ensemble des 91 mesures si vous êtes entité importante, 161 mesures si vous êtes entité essentielle. Ce qu'on peut en synthèse là aussi, ce qu'on peut voir, c'est que ces mesures, c'est pas la révolution non plus. C'est souvent des gros chantiers à mettre en œuvre sur vos systèmes d'information. Mais si vous avez déjà travaillé sur le guide d'hygiène de l'ANSSI et ses 40 ou 42 exigences, vous avez déjà fait une bonne partie du travail.
Et donc, le référentiel NIS2 vient compléter ce référentiel d'exigence de base, entre guillemets, qui était attendu par les organisations. Sur les entités essentielles, il y a certains sujets qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Je pense à la configuration renforcée sur des périmètres assez conséquents. Ça peut être un très très gros chantier, ou la mise en place d'un SI d'administration qui soit dédié, isolé, cloisonné. Là aussi, ça peut être assez structurant dans vos systèmes d'information. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, si vous ne faites rien, si vous décidez de ne pas appliquer la loi, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des contrôles qui pourront avoir lieu et des sanctions qui pourront être prises. Heu, Ensuite, en complément, il y a eu des prises de parole répétées du directeur de l'ANSSI qui a dit qu'il y aurait un délai pour se mettre en conformité, délai qui serait d'environ 3 ans, avant, les premiers contrôles. Ce qu'il faut voir sur les contrôles également, c'est que en tant qu'entité essentielle, l'ANSSI peut faire du contrôle a priori. Donc, soit l'ANSSI en elle-même, soit un prestataire auquel aura délégué la mission, pour vérifier votre niveau de conformité en tant qu'entité essentielle. Par contre, si vous êtes entité importante, les contrôles ne peuvent avoir lieu qu'a posteriori, c'est-à-dire que c'est sur incident ou sur sollicitation externe. Les contrôles, donc peuvent amener à des sanctions, les sanctions étant la dernière, les sanctions financières pardon, étant la dernière, le dernier niveau de sanctions, hein. Il y a des sanctions administratives qui peuvent être, établies avant, ou des rappels à l'ordre. Mais, on peut avoir des sanctions qui peuvent être, assez conséquentes en termes de sanctions financières, de l'ordre de 2 du chiffre d'affaires annuel pour les entités essentielles, 1,4 du CA pour les entités importantes, et jusqu'à 10 000 000 € potentiellement. Après, un autre élément important, hein, c'est que dans le projet de loi, dont je vous ai parlé pour la transposition française, l'article 37 exclut du champ des sanctions les collectivités publiques. Donc c'est à l'exception des administrations et des collectivités, du groupement, et toutes les administrations que j'ai citées précédemment sont exclues du champ des sanctions de la collectivité publique. Néanmoins, cette exclusion, elle a été contestée par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. J'ai repris texto ce qui avait été donc de l'avis consultatif. Le Conseil d'État estime que l'exclusion du champ des sanctions méconnaît à la fois le principe d'égalité et les objectifs de la directive, et qu'en conséquence, cette exclusion ne peut être admise. Donc ça sera à voir en fonction des discussions au Parlement, et de voir ce qui sera finalement voté. Donc, vous avez maintenant une meilleure connaissance, je pense, j'espère, de la directive NIS2, de votre éligibilité, et puis des mesures que vous allez devoir mettre en œuvre. Et la question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est comment initier cette démarche de conformité. Donc, ce que je vous recommande, hein, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est de pouvoir avoir une vision de l'état des lieux actuel de votre système d'information, pour construire un plan d'action et pour ensuite, du coup, aller vers ces chantiers de mise en conformité. De plus, la directive NIS2, elle impacte l'ensemble des systèmes d'information de l'organisation. Il faut donc avoir une bonne vision de l'existant, de votre maturité cyber, des mesures qui sont déjà en place, les points forts, et puis l'état de conformité sur les 91 ou 161 mesures, en fonction que vous soyez entité importante ou entité essentielle, pour pouvoir construire une feuille de route de mise en conformité, de sécurisation de vos systèmes d'information. Feuille de route qui permettra d'identifier des budgets, des ressources humaines, pour ensuite dérouler les actions. Le diagnostic, il va se décomposer en plusieurs activités, hein. La première étape, l'état des lieux, c'est des entretiens avec les différentes parties prenantes de votre système d'information. Donc évidemment, les équipes informatiques, la direction du système d'information, et ou le responsable du système d'information. Le RSSI s'il existe, également tous vos prestataires qui peuvent intervenir sur vos systèmes d'information, hein, qu'ils soient au niveau infrastructure, applicatif, système.
TMA, TME, etc. Un point aussi avec les ressources humaines, comment les ressources humaines gèrent les agents des collectivités, les différentes directions métiers, la direction générale. Et également, ce diagnostic se base sur un audit documentaire de l'existant en termes de politique et procédures en lien avec les opérations cybersécurité. Toutes ces informations recueillies, elles permettent d'établir ensuite un état de conformité, identifier les actions sur lesquelles vous êtes déjà conforme, et puis celles où vous êtes partiellement conforme ou non conforme, et donc la feuille de route à mettre en œuvre. Cette feuille de route, elle va s'étaler sur 2, 4, 5 ans. Enfin, ça dépend après de votre niveau de maturité et puis des budgets et des priorités. Et elle va comporter donc les actions à mener, les priorités, les charges internes, externes, ou en tout cas des évaluations de budget. Dans la feuille de route, il est important aussi d'identifier les actions qu'on appelle quick wins, c'est-à-dire rapides, efficaces. J'en ai cité quelques-unes dans la suite, qui permettent d'améliorer le niveau de sécurité, de lancer la démarche et puis de pouvoir commencer à progresser en termes de maturité et puis de conformité. Donc quelques mesures importantes et nous on estime quick win, la sensibilisation des collaborateurs, la mise en place de gestionnaires de mots de passe pour les collaborateurs, l'activation d'un deuxième facteur d'authentification sur les plateformes externes SaaS et pour les systèmes avec des accès à privilèges d'administration, donc des privilèges renforcés. Également, prévoir le processus de gestion de crise en cas d'incident cyber, avec un annuaire à jour des personnes clés du SI et des principaux prestataires, parce que malheureusement, plus personne n'est à l'abri du crise cyber et d'un incident majeur. Donc d'avoir ce process permet aussi de vous préparer et de pouvoir être plus apte à réagir. Autre point lié à une potentielle crise cyber, hein, c'est s'assurer que les sauvegardes sont bien réalisées, qu'elles sont bien sécurisées contre une cyberattaque et que les restaurations sont maîtrisées par les équipes pour pouvoir remonter le système ou remonter les actifs qui ont été impactés par une cyberattaque. Et puis un autre, toujours dans le cadre d'une crise cyber, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir une cartographie à jour du SI, qu'elle soit applicatif, infrastructure, système, réseau, puisque ça va être très utile pour les prestataires qui peuvent vous accompagner dans la réponse sur incident. Et puis après, en fonction de votre contexte, on peut identifier d'autres actions quick win, mais qui sont là liées à votre organisation. Et une fois que la feuille de route, elle est finalisée, il est important de pouvoir la faire valider par les plus hautes instances de votre organisation, directeur général des services, les élus, ou ou la plus haute instance en fonction de votre organisation, puisque ça va être, souvent un budget conséquent avec, des actions à mettre en œuvre qui vont impacter le système d'information, potentiellement les utilisateurs et les pratiques. Il faut donc avoir un engagement et une implication de ce niveau de management, important. Et ensuite, aussi toujours très important, il faut pouvoir mettre en place un pilotage de ce projet dans la durée, avec les budgets à prévoir, des actions à mettre en œuvre potentiellement avec des appels d'offres ou des annexes au contrat ou pour vos prestataires en place. Voilà qui conclut cette présentation de NIS 2 à destination des collectivités publiques. Avez-vous des questions? Alors je vois que il y a quelques questions. Donc Cédric Prieur a posé une question: «Les communes de moins de 30 000 habitants feront-elles bien partie des entités importantes?» Non, les communes de moins de 30 000 habitants ne sont pas concernées. C'est les communautés de communes de plus, qui seront, elles, concernées en tant qu'entité importante. Et les communes de moins de 30 000 habitants, en direct, ne sont pas concernées, et sont considérées comme, non concernées par, la directive. Pour Christophe, les data centers sont-ils concernés? Oui, ils sont concernés, en tant que secteur hautement critique et donc pas dans les administrations, c'est dans la partie infrastructure numérique. Donc là, dans, c'est le 8 de l'infrastructure numérique, on retrouve les, fournisseurs de services de centres de données. Et donc là, si on
on est dans ces entités, dans ce secteur hautement critique. Donc là, on a d'autres critères et donc il faut que, vous êtes non concerné si vous êtes une entité privée, si vous avez moins de 50 collaborateurs, moins de 10 millions de chiffre d'affaires ou un bilan inférieur à 10 millions d'euros. Je sais pas si j'espère avoir répondu à votre question, Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette présentation? Non, pas d'autres questions? Après, moi je reste à votre disposition, hein, si vous avez, si vous souhaitez qu'on échange 15-20 minutes sur, votre problématique ou votre sujet particulier, n'hésitez pas à me contacter. Pardon. Vous avez mes coordonnées, sur cette page, heu et puis, vous retrouvez aussi les coordonnées d'Alexandre Marché, qui est le cofondateur et de Jérémy pour AIS également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire ou pour, étudier, en tête à tête, votre contexte particulier. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Alors je vois une question. Oui, du coup le webinaire a été enregistré, donc on pourra vous partager le lien, de l'enregistrement et le support de présentation, que je vous ai présenté, également, vous sera mis à disposition, par retour de mail. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie de votre attention, et puis, bah, comme je l'ai dit, je reste à votre disposition. Jérémy reste aussi à votre disposition, au besoin, pour tout complément. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.